à tous, nous sommes 5 étudiants et dans le cadre de notre master 2 sciences de l'éducation en parcours animation et éducation populaire, nous devons réaliser un travail sur l'accès au droit et on a donc décidé de le faire autour d'une web radio. Donc on a eu plusieurs idées de débat et celle qui est ressortie concerne la discrimination à l'embauche. Donc pour contextualiser un peu, donc en matière d'accès au droit, que ce soit sur un plan national comme à l'échelle très locale du 20e arrondissement, les discriminations à l'embauche sont souvent difficiles à déceler ou à prouver. Les employeurs savent très bien expliquer leur refus de poste par d'autres outils de langage que des propos directement discriminants. Pour autant, il existe des solutions. Les discriminations à l'embauche représentent un phénomène massif en France. Selon le 8e baromètre DDD-OIT de perception des discriminations dans l'emploi réalisé par l'IFOP en 2015, 85% des demandeurs d'emploi estiment que les discriminations à l'embauche sont fréquentes. Les discriminations en question sont de tout genre et malheureusement souvent s'additionnent. L'appartenance ou non à une prétendue race, ethnie ou nation, la religion, la misogynie, l'homophobie ou la transphobie, les discriminations physiques telles que le poids, les tatouages, les piercings ou le style vestimentaire, l'état de santé ou les neuroatypies, les personnes à mobilité réduite, le lieu de domiciliation, l'âge avancé, les activités syndicales, les opinions politiques et philosophiques, les situations familiales, la capacité à s'exprimer dans une langue étrangère ou encore la vulnérabilité résultant de sa situation économique. Merci Pauline. Donc, il nous paraît important de rappeler qu'il existe plusieurs types de discrimination. Donc, une discrimination directe, donc c'est une situation dans laquelle une personne elle est traitée pour un motif discriminatoire de manière moins favorable qu'une autre et qui se trouve pourtant dans une situation comparable. Et on peut retrouver aussi une discrimination indirecte. Donc ça, c'est lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence entraîne un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres pour un motif discriminatoire. Donc la discrimination, elle est souvent perçue par le seul prisme du rejet de l'autre, par défiance à l'égard de catégories de population concernées, et si ce comportement constitue bien un premier mécanisme possible conduisant à la discrimination, donc fondé dans ce cas sur une décision de nature raciste ou misogyne de la part du recruteur, parfois nommée donc discrimination par les préférences, et ben la discrimination elle résulte non pas d'attitudes de rejet moralement ou éthiquement condamnables, mais uniquement de la nécessité dans laquelle se trouvent les employeurs d'utiliser toute l'information disponible pour sélectionner les candidats qui se présentent à eux. Pour 88% des sondés, l'âge au-delà de 55 ans est un facteur le plus discriminant. Devant le fait d'être enceinte, 85 ans, 85%, d'être handicapé, 77%, ou obèse, 75%. Bien qu'en recul, le fait d'être une femme reste un inconvénient à l'embauche pour 37% des sondés. L'origine est également un facteur qui reste discriminant. Ainsi, 66% des demandeurs d'emploi pensent qu'un nom à consentance étrangère peut être un frein pour trouver un travail. Enfin, 62% des sondés estiment que la couleur de peau peut être pénalisante. D'après une étude publiée le 29 novembre par l'Interservice Migrants, Centre d'observation et de recherche sur l'urbain et ses mutations et l'Institut des politiques publiques, en moyenne à compétences égales, les candidats dont l'identité suggère une origine maghrébine ont 31,5% de chances de moins d'être contactés par les recruteurs que ceux portant un prénom et un nom d'origine française. Pour recevoir le même nombre de réponses positives, une personne dont le prénom et le nom à consonance maghrébine doit envoyer en moyenne 1,5 fois plus de candidatures qu'une personne ayant le même profil, mais le prénom et le nom sont à consonance française. Les employeurs refusent 20% plus fréquemment les candidatures dont l'identité est à consonance maghrébine que celle dont l'identité est à consonance française. Si la discrimination à l'embauche est souvent vécue comme un traumatisme sur le plan humain, elle est également un problème sur un point de vue professionnel. 43% des victimes ont par la suite abandonné la recherche d'emploi. Il paraît également primordial de rappeler l'article L 1132-1 du Code du travail. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation ou à une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son patronyme, ou, sauf attitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Nous avons eu l'idée de réaliser une web radio avec un médiateur, un employé de la mairie du 20e, un habitant du 20e, un recruteur, ainsi qu'une avocate pour débattre autour de cette problématique. Maintenant que nous avons contextualisé et présenté le sujet, nous vous souhaitons une bonne écoute et nous vous retrouvons dans quelques minutes après le débat. Alors, bonjour et bienvenue. Vous écoutez la web radio de l'AEPCR. Donc aujourd'hui, c'est une web radio sur la réalité de la discrimination à l'embauche en 2023. Donc dans un monde idéal, chaque candidat aurait les mêmes chances de se faire embaucher en fonction de ses compétences et de ses expériences. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc une web radio présentée par Sacha Nero avec la participation de Pauline qui est juriste, Ossine qui est employée à la mairie du 20e, Avi qui est recruteur et Lucas, habitant du 20e arrondissement de Paris également. Merci à vous tous d'être présents. Est-ce que déjà, pour commencer, vous êtes d'accord pour qu'on se tutoie? Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, super. Oui, bien sûr, pas de souci. Merci beaucoup. Donc, Lucas Bénichou, donc toi, tu as 26 ans, tu as grandi dans le 20e arrondissement de Paris et tu as fait face à un grand nombre de discriminations, notamment dans le domaine du travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Merci Sacha et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci pour cet accueil. En effet, je suis un habitant du 20e arrondissement depuis toujours. Le 20e est un arrondissement très grand et composé de multiples quartiers. C'est peut-être l'arrondissement qui caractérise le mieux l'aspect cosmopolite de Paris. Et comme le 18e ou le 19e, notre arrondissement fait partie aussi des plus pauvres de la capitale, avec plusieurs quartiers prioritaires. Du coup, lorsqu'on parle de discrimination à l'embauche, pour moi, et à l'échelle du 20e en tout cas, ce sont majoritairement les gens qui habitent dans ces quartiers qui sont confrontés, et encore plus les femmes de ces quartiers. J'ai pu être témoin de la discrimination à l'embauche dans plusieurs de mes petits jobs quand j'étais étudiant. Par ailleurs, j'ai vu des amis et des membres de ma famille être écartés de postes pour lesquels ils étaient qualifiés, simplement à cause de leur prétendue race, ou de leur genre, ou orientation sexuelle, ou religion. C'est un sujet très important pour moi, d'autant plus que les discriminations à l'emploi ne s'arrêtent pas à l'embauche et perdurent sur le lieu de travail. Mais je m'éloigne du sujet, désolé. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a conduit à te remettre en question ou est-ce que tu savais que tu faisais face à de la discrimination? J'ai passé quand même des années à envoyer des candidatures pour des postes pour lesquels j'étais qualifié, mais sans succès. J'ai même commencé à remettre en question mes compétences et ma valeur en tant qu'étudiant, puis ensuite en tant que travailleur, quoi. Et après, c'est que plus tard que j'ai compris que c'était en fait la discrimination qui se cachait un peu derrière tous ces échecs répétés. Vous savez, nous, notre famille, elle est d'origine juive séfarade, c'est-à-dire d'Afrique du Nord, d'Algérie plus précisément. Mais je n'ai jamais pratiqué et à vrai dire, je me suis rarement senti juif par moi-même, quoi. En tout cas, quand j'étais jeune. Je me suis pourtant rendu compte que mon patronyme faisait que, en tout cas, dans le regard des autres, j'étais juif, peu importe ce que moi je pouvais en dire. Et contrairement aux stéréotypes antisémites forts qui existent aujourd'hui en France, non, avoir un nom de famille juif ne facilite pas l'accès au marché du travail. Néanmoins, du côté des employeurs, il y a peut-être un autre stéréotype qui a joué parfois. Celui un peu du juif érudit, les juifs sont tous intelligents. Et du coup, ça m'est déjà arrivé qu'on me refuse des postes en prétextant que j'étais trop formé, par exemple. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler d'une expérience discriminante qui t'a marqué, que tu as vécue? Ouais, pourquoi pas. Peut-être je vais vous raconter les difficultés que j'ai pu rencontrer à cause d'une autre raison que mon appartenance supposée à la communauté juive ou enfin, voilà, à ma prétendue croyance. Avant de me tourner vers l'animation et l'éducation populaire, j'ai fait une licence d'histoire et de sciences politiques. Et puis en fait, j'ai fini par arrêter, j'ai recherché du travail. Et à ce moment-là, au vu enfin, voilà, au vu de ma formation à la fac, l'enseignement, ça m'a attiré. Et du coup, j'ai postulé pour un prof d'histoire-géographie. Alors, c'est en lycée pro, du coup, c'est histoire, géographie, français et éducation civique. C'était pour l'Académie de Versailles. C'était pour être prof remplaçant, contractuel. Mais en tout cas, enfin, je suppose du moins, à cause un peu d'une erreur plus jeune, j'ai jamais été recontacté pour un poste, alors que j'avais été sélectionné à mon entretien d'embauche, et en plus en tout état de connaissance de ma situation, quoi, à cause de mon casier judiciaire. Juste avant, j'avais travaillé comme animateur à la ville de Paris et j'avais eu une dérogation
très très rapidement. Ça s'était passé très vite pour pouvoir travailler, même si j'avais ce fameux casier pour des liminaires. Là, à l'Académie de Versailles, alors qu'il y avait un manque cruel de professeurs, j'ai jamais été recontacté, alors que mon casier il s'est effacé automatiquement un mois ou deux après l'entretien d'embauche. Ce que j'avais d'ailleurs précisé à l'entretien et on m'avait assuré que ça ne serait pas un problème. Voilà, c'est un petit exemple, mais cela touche énormément de jeunes de mon âge, encore plus de jeunes de quartiers populaires du 20e ou de quartiers populaires d'ailleurs. Hein. Euh, voilà, enfin, en tout cas, pour moi, la justice, elle a rendu sa décision, j'ai effectué ma peine. Je ne suis pas censé être discriminé vis-à-vis de cela après, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et je suis heureux de dire que pour moi ou pour d'autres amis qui cumulaient en plus avec ça un peu genre d'autres discriminations, finalement, nous avons fini par trouver du travail dans des boîtes qui nous ont donné notre chance en se basant plus sur nos expériences et nos compétences et pas sur notre appartenance, nos croyances supposées ou réelles ou nos erreurs de jeunesse. Cependant, je sais que de nombreuses personnes continuent à faire face à des discriminations à l'embauche et je suis déterminé à utiliser mon histoire pour un peu sensibiliser les gens à ce problème et à essayer de faire avancer un peu les choses, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Lucas, pour ce partage. Avi, bonjour. En tant que recruteur, est-ce que tu souhaites rebondir sur le témoignage de Lucas? Bonjour. Alors oui, j'entends le témoignage de Lucas, mais le problème, c'est surtout que le recruteur n'est qu'un intermédiaire à la prise de décision du recrutement. J'ai la responsabilité du résultat de chaque collaborateur recruté et de son intégration dans l'équipe. Je ne peux pas prendre des personnes dont je projette qui ne vont pas pouvoir se supporter. Tout le monde n'est pas capable de s'entendre sur certaines valeurs. Je reconnais qu'il peut y avoir des réticences sur le faciès. Cependant, je ne fais qu'appliquer les exigences de ma hiérarchie. Les clients que nous servons sentent nécessaire d'être avec des personnes qui leur ressemblent. Je ne fais qu'appliquer la stratégie de recrutement qui a été conçue pour être la plus fluide possible, la plus égalitaire. L'exemple de monsieur n'est qu'un incident. Cela ne peut qu'évoluer. C'est important que vous puissiez comprendre que les rouages du recrutement ne sont que le reflet de la mentalité de la société. De toute façon, monsieur Lucas, je suppose que vous êtes au courant que les professeurs n'ont pas le droit d'avoir de casier du judiciaire. Je n'invente rien, c'est la loi. Alors justement, on a une avocate avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour, alors si je peux me permettre, je suis ici pour défendre donc, les droits des personnes victimes de discrimination dans le processus d'embauche et je vous avoue que je suis juste scandalisée par ce que je suis en train d'entendre. Donc pour me présenter rapidement, je fais partie du barreau de Paris Solidarité et je suis située dans le 13e arrondissement au métro Port de Choisy. Donc le barreau de Paris Solidarité pour la discrimination des femmes à l'embauche, BDDE, est une association qui a pour mission de promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Donc il est important de rappeler que la loi française qui interdit la discrimination à l'embauche dans son ensemble, il y a plusieurs articles du Code du travail qui sont spécifiquement consacrés à cette question. Donc selon l'article L1132.1, interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la situation de famille ou le handicap. Selon l'article L1132.2, interdiction des discriminations fondées sur l'âge et la religion. Selon l'article L1142.1, interdiction des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Selon l'article L1143.1, interdiction des discriminations fondées sur le statut social ou économique. Et enfin, selon l'article L1142.3 du Code du travail, interdit toute discrimination fondée sur le lieu de résidence ou sur l'origine géographique. Monsieur Lucas Bénichou a donc bien fait face à des expériences discriminatoires. Et vous, Avi, si je peux me permettre, vous êtes la preuve concrète d'un énorme problème au sein de la société et il y a des lois et vous devriez être pénalisé. Alors, merci pour cette intervention juridique. Pauline, il est quand même très important de le rappeler. On est tous réunis aujourd'hui pour débattre et j'aimerais maintenant que Houssine prenne la parole, s'il est d'accord. Donc, en tant que représentant de la mairie, est-ce que tu as conscience de ce phénomène de discrimination à l'embauche, toi? Bonjour Sacha. Et l'ambiance est assez tendue ici. En effet, je suis ici en tant que représentant de la mairie et je peux vous dire que nous sommes conscients du problème de la discrimination à l'embauche dans notre ville. Nous y travaillons afin de mettre en place des programmes pour sensibiliser les employeurs à l'importance de la diversité et de l'inclusion dans les processus d'embauche et pour aider les personnes touchées par la discrimination à faire valoir ce droit.
Ah bah j'avoue, j'ai hâte d'entendre ça, hein. Désolé, je me permets, j'interviens parce que ça fait des années qu'on se bat avec différentes associations pour que les choses bougent dans le 20e. Et heureusement qu'il y a le bus de la solidarité du barreau de Paris qui vient à Porte de Montreuil et à Maraîcher chaque semaine. Tout à Parce fait. que sinon, en termes d'accès aux droits sur les discriminations à l'emploi, je suis désolé, mais en tant que citoyen et militant associatif, personnellement, je vois rien. Alors Lucas, si tu le permets, on va laisser Ossine finir. Et du coup, Ossine, toi, de quel genre de programme tu parles? Alors, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner quelques exemples de programmes pour sensibiliser les employeurs à l'importance de la diversité et de l'inclusion dans le processus d'embauche. Le premier point étant très important pour nous, c'est la formation des responsables du recrutement et les membres du comité de recrutement à la diversité et à l'inclusion, à la sensibilisation et à la discrimination et à l'implication dans la recherche de solutions. Nous élaborons également des politiques et des procédures d'embauche claires qui mettent l'accent sur la diversité et l'inclusion, telles que la révision de la publicité d'emploi, par exemple, ou encore de la liste de contrôle de l'entretien. Un dernier exemple, parce qu'il y en a tellement, et je pourrais vous en donner encore et encore, pendant des heures et des heures, c'est d'encourager la participation active des employés à la sensibilisation et à la diversité, à l'inclusion, en organisant des ateliers, des discussions en groupe et des activités similaires très régulièrement. Je voudrais poser une question à vie, si vous me le permettez tous. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tant que recruteur, est-ce que vous avez ce genre de formation, premièrement? Parce que d'après tes propos, je vois que tu n'as pas compris ce que c'est discrimination. Alors, j'ai un diplôme d'école de commerce. J'ai pas le temps de faire du social avec des formations de ce type-là. Il faut comprendre que le fait que je ne suis pas le seul responsable du recrutement. On a rappelé les textes de loi, il faut se limiter à cela. Comment je fais mon recrutement suite à ça? J'analyse la stratégie RH en place, puis j'assure son adéquation avec celle de l'entreprise en tenant compte des évolutions sociétales, juridiques et économiques. Et après, je participe à une conduite du changement en modifiant les profils pour éviter les compétences inadaptées. Par mon expérience, j'ai la sensation que les choses évoluent bien. La demande de changement de prénom, c'est très simple. Nous recrutons un profil et non une personne. Et elle ne doit pas s'adapter, elle doit s'adapter à l'image de l'entreprise. C'est ce que nous pouvons lui proposer. Je ne suis pas venu pour avoir toutes les accusations de discrimination sur moi, sinon je m'en vais, je vous le dis tout de suite. Tu penses vraiment que les choses évoluent bien, mais dis-moi dans quel monde est-ce que tu vis? Parce que si je dois parler de mon expérience, je fais partie d'un milieu très masculin en tant qu'avocate. Je suis victime de misogynie au travail depuis des années. J'ai été constamment ignorée et mise à l'écart par mes collègues masculins qui ont refusé de me consulter sur des questions juridiques et m'ont exclu des réunions très importantes. J'ai également été critiquée plus sévèrement que mes collègues masculins pour les mêmes erreurs et on m'a souvent dit que je n'avais pas le droit de prendre des décisions importantes. Et malgré ça, j'ai persévéré et je suis maintenant une avocate respectée. La misogynie est un problème sérieux qui affecte les femmes au travail. Les femmes sont fréquemment confrontées à des comportements sexistes tels que des commentaires désobligeants ou des regards soupçonneux lorsqu'on fait des suggestions. Et les hommes avec lesquels je travaille n'hésitaient surtout pas à prendre la parole pour exposer leurs idées, tandis que je devais lutter pour être entendue. J'ai subi également un ton plus désagréable et des critères plus acerbes lorsque j'aimais mon opinion. Alors Pauline, quand tu parles de ce que tu as vécu, tu parles au passé. C'est plus le cas aujourd'hui? Tu te considères plus discriminée Si, alors, si, tout à fait, ouais. évidemment. Je continuerai toujours de subir cette discrimination, mais aujourd'hui j'ai un poste plus haut, donc c'est différent. Mais c'est vrai que même étant à la tête de nombreux employés, je subis des comportements sexistes, même quand je suis à la tête d'une conversation. Et si je subis ça en tant que juriste respectée aujourd'hui, parlons de celles qui n'ont même pas pu donner une chance de se prouver auprès des recruteurs, qui ont refusé catégoriquement de les recruter sous prétexte qu'elles sont des femmes. On est considéré comme inférieure, moins compétente, et surtout on peut être amené à vouloir des enfants. Donc les femmes peuvent lutter contre la misogynie au travail en apprenant à dire non à ces comportements et en défendant leurs droits. Elles peuvent également s'entourer d'un réseau de soutien et de mentors qui pourraient leur fournir des conseils et des ressources. Et enfin, les femmes peuvent travailler ensemble pour améliorer la situation des femmes au travail et inspirer d'autres à faire de même. Mais pour cela, il faudrait que les femmes soient embauchées plus souvent. Alors pour pouvoir continuer cette discussion, peut-être qu'on peut revenir sur des préconisations que vous pourriez mettre afin de faire évoluer dans le bon sens cet accès au droit primordial, du moins à l'échelle du 20e. Donc pour rappel, en termes de recours et de levier pour lutter contre les discriminations dans l'emploi,
Il existe des outils juridiques, hein. Plus de 75% de la population active ayant déjà été confrontée à une discrimination ou entrepris ces démarches juridiques avec des effets contrastés, comme nous le verrons plus tard. Mais il y a aussi un certain nombre de personnes ayant subi ces comportements discriminatoires qui n'ont rien dit sur le moment, dont 68% par la peur de représailles de la part des auteurs et 60% parce qu'elles ne savaient pas quoi faire. Donc ces chiffres, ils sont issus du 13e baromètre du Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail de 2020. Et il existe donc un enjeu important à réussir à faire valoir ses droits, les connaître et pouvoir agir pour qu'on les respecte. Lucas, en tant qu'habitant de l'arrondissement, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait pour rompre avec ce silence encore trop grand après des faits de discrimination? Oula, alors c'est une vaste question. Bah, tout d'abord, je voulais repréciser l'existence des permanences mobiles du bus des Solidarités du barreau de Paris, qui vient à Porte de Montreuil, une fois par semaine. Mais peut-être que Pauline pourra nous parler de ça Tout à plus en fait, oui. détail. Il y a donc une nécessité de communiquer sur le fait que, bah, en fait, ces discriminations, elles sont tout bonnement illégales et que, en fait, il existe plein de recours et que ça marche, qu'il ne faut pas baisser les bras et faut se battre. J'aimerais rappeler aussi qu'il peut être judicieux de se tourner vers ses collègues syndiqués pour avoir l'appui du syndicat, de l'entreprise ou en tout cas du service public dans lequel les personnes concernées travaillent, quoi. Pareil, en fait, les syndicats sont formés pour pouvoir gérer ces situations, à la fois d'un point de vue juridique, en termes de défense de ces droits, mais aussi peuvent procurer un soutien émotionnel et psychologique, qui est vraiment très important dans ces moments-là. Euh, pardon, excusez-moi, je m'y perds dans mes pensées. Je pense qu'il y a un énorme pan de travail aussi sur ces questions-là qui est celui de la prévention, qui n'est de pas agir simplement après les faits, mais aussi d'essayer de prévenir ces faits-là, quoi. Et je suis d'accord avec Ossine qu'il faut réussir à former les personnes qui travaillent dans les RH, dans les boîtes, mais aussi dans le service public. Je pense qu'il faudrait aussi que les personnes qui recrutent soient plus en fait des personnes concernées par ces oppressions subies qui font barrière à l'accès, à un accès simple et libre au marché du travail. Alors aussi, je vous Je vois. pense que c'est en changeant les mentalités et malheureusement ça prendra du temps qu'on viendra à bout des discriminations à l'emploi. Assine, je vous vois acquiescer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors oui, pour répondre à Lucas, effectivement, pour revenir sur ce que tu as dit concernant le bus des solidarités du barreau, c'est un service de permanence mobile qui se déplace dans les quartiers populaires pour offrir des consultations juridiques gratuites aux personnes en difficulté. Il est géré par les avocats bénévoles et s'arrête à Porte de Montreuil tous les samedis de 10h à 13h. Au 6 rue Charles et Robert, Pauline vous en dira peut-être un peu plus sur son fonctionnement. Oui, oui, tout à fait. Alors du coup, c'est juste pour dire un peu à quoi ça sert. Donc les avocats proposent des conseils juridiques sur divers sujets, notamment sur le droit du travail, sur le droit de la famille, le droit pénal et le droit immobilier. Et ils peuvent également aider les personnes à remplir des formulaires et à comprendre leurs droits et leurs obligations légales. Les consultations sont entièrement gratuites et confidentielles. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations et ce débat très enrichissant, pardon, mais aussi très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose? Non, pour moi, c'est bon en tout cas. Voilà, je pense que le principal est dit. Très bien. Non, Eh merci bien, beaucoup pour l'invitation en tout Oui, cas. eh ben, merci. merci à vous. C'était la web radio de l'EPCR et merci pour votre écoute. Alors du coup, on a décidé de mettre en place cette mise en scène afin de mettre en avant les problèmes de discrimination concernant l'embauche. Donc maintenant, on va vous parler très rapidement des solutions et des préconisations auxquelles on a réfléchi pour sensibiliser à ce problème. Donc la première préconisation qu'on aimerait bien mettre en place, du coup, c'est la sensibilisation et la formation des employeurs et des recruteurs. Donc sensibiliser les employeurs et les recruteurs à la discrimination à l'embauche et à ses conséquences négatives. Former les employeurs et les recruteurs sur la façon de mener des entretiens d'embauche équitables et non discriminatoires, et encourager la diversité dans les comités de recrutement. Alors pour la deuxième préconisation, c'est l'établissement de politiques claires. C'est d'établir des politiques claires interdisant la discrimination à l'embauche, en particulier en ce qui concerne le sexe, l'âge, la race, l'origine ethnique, le handicap ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Assurer que ces politiques soient appliquées de manière cohérente par tous les employés impliqués dans le processus de recrutement.
des utilisations d'outils d'analyse neutres. Donc, utiliser les outils d'analyse neutres pour évaluer les candidats afin de réduire les risques de discrimination à l'embauche, anonymiser les CV lors du processus de recrutement pour éviter la discrimination basée sur les critères tels que le nom, l'âge, le genre ou la race, utiliser les systèmes automatisés pour sélectionner les candidats qui répondent aux critères spécifiés sans prise en compte du sexe, de l'âge ou d'autres caractéristiques protégées par la loi. Alors, comme quatrième préconisation, nous avons donc l'évaluation régulière. On pense qu'il est important d'évaluer régulièrement le processus de recrutement pour s'assurer qu'il est exempt de discrimination et qu'il respecte les politiques établies, d'évaluer les pratiques de recrutement pour détecter les biais inconscients, surveiller attentivement toute plainte liée à la discrimination à l'embauche et prendre des mesures appropriées pour y remédier rapidement, et établir des objectifs de diversité clairs pour les recrutements futurs et mesurer les progrès régulièrement également. Et enfin, cinquième préconisation, on pensait à offrir des programmes de mentorat et de développement pour les employés dits minoritaires, pour les aider à progresser dans leur carrière et pour accéder au marché du travail. Très bien. Merci. Merci. Merci.